Le cœur des esclaves revisité pour un opéra incontournable, Nabucco de Giuseppe Verdi, du 11 au 29 juin au Grand Théâtre de Genève. La Fondation Bodmer nous présente des trésors enluminés de Suisse dans sa nouvelle exposition Visite dans un instant. La semaine dernière étaient remis les prix du concours de court-métrage Courcarouge, reportage tout à l'heure. La nuit des musées, c'est le 13 mai. D'ici là, on réveille vos 5 sens. Cette semaine, c'est le toucher à la salle d'exposition de l'Unigea. La culture à Genève, c'est culte. Cap sur le Moyen-Âge à la Fondation Bodmer. Dans son exposition Trésors enluminés de Suisse, l'institution présente le travail d'artisans calligraphes et enlumineurs. L'exposition, c'est à peu près une vingtaine de vitrines pour pas loin d'une centaine de manuscrits qui développent un propos à la fois chronologique et thématique. Donc nous commençons justement par cet héritage de l'Antiquité en montrant des textes qui ont passé les siècles, qui sont devenus pour certains des socles de l'enseignement au Moyen-Âge. Ensuite nous passons à ce que le Moyen-Âge a développé en propre, autrement dit la littérature vernaculaire, allemande, française, italienne, autrement dit les premiers textes qui ont été rédigés dans ce qui devait devenir les langues nationales de l'ensemble de ces pays. Nous avons ensuite consacré toute une partie à l'historiographie, aux chroniques, histoire biblique, histoire ecclésiastique ou histoire profane, avant de passer aux deux dernières thématiques que sont les sciences, avec l'apport aristotélicien, le droit, qui est en pleine reformation par les universités, notamment de Bologne, et dans une dernière section, nous abordons le travail d'atelier, autrement dit, comment se produisaient les manuscrits enluminés dans un rapport entre le scribe et les peintres qui travaillaient parfois à partir de modèles iconographiques colportés sur 200, 300 ans jusqu'à la Renaissance. Ces enluminures servent à appuyer le texte, se trouvant généralement au début de chaque partie et synthétisant son contenu. Pour guider ce travail, il arrivait que dans les ateliers, le scribe laisse des indications pour l'étape suivante d'illustration, avec des indications sur le contenu de l'enluminure qui devra voir le jour. Donc, dans un certain nombre de cas, ces indications étaient par la suite gommées, c'est-à-dire que même sur du parchemin, le parchemin est une matière qu'avec un petit canif on peut gratter, donc on grattait les passages ancrés pour les faire disparaître, ou on les coupait à la reliure en massicotant tout simplement. Puis dans d'autres cas, ces interventions, eh bien, elles prenaient la place d'une légende moderne ou d'une rubrique, comme on les appelait à l'époque, parce qu'elles étaient écrites en rouge. On retrouve donc ces indications, ces notes à destination de l'enlumineur, ensuite transformées en légende sur ces manuscrits allemands. Là, nous avons un manuscrit du poème didactique Der Renner qui date du XVe siècle et dans lequel on voit effectivement l'indication qui a été laissée par l'enlumineur qui, entre parenthèses, ne l'a pas suivi, puisqu'en fait, la légende qui est indiquée en bas ne correspond pas avec l'image. Pour aller plus loin, la Fondation Bodmer accueille également une exposition du musée d'art et d'histoire intitulée L'objet du médiéval. Ces expositions sont à découvrir jusqu'au 9 juillet et à noter que le week-end du 17-18 juin, la Fondation Bodmer organise un grand week-end avec de nombreuses activités nous plongeant dans cette ambiance médiévale. Jeudi dernier, au Cinéma Bio, se tenait la désormais traditionnelle soirée de projection et de remise des prix du concours Courcarouge. On est une plateforme où tout le monde peut venir s'essayer. Et puis avec la chance, évidemment, d'être projeté au Cinéma Bio, qui est vraiment un écrin magnifique. Le concours de court-métrage lié au Printemps carougeois reprend chaque année le thème de la manifestation. Pour cette 10e édition, les films devaient aborder les notions de rite et rituel. Et en 10 ans, le niveau de la compétition a largement augmenté. Je pense que le fait que cette année, on ait ouvert le concours à des propositions qui soient en dehors du smartphone, qui soient sur tout support, oui, je pense qu'on a une évolution et une multiplication des propositions qui est juste magnifique. Au départ, c'était 8 films qui étaient présentés il y a 10 ans. Maintenant, c'est une soixantaine de films qui sont proposés à la sélection. Donc évidemment, il y a beaucoup de qualité. Parmi les concurrents, certains sont des fidèles. L'une des lauréates a même participé à toutes les éditions. Mais cette distinction n'est pas sa motivation première. Les clitoris sans précaution. Ce que j'attends surtout, c'est que le film soit
reconnue et en fait qu'elle soit projetée, donc pour avoir un regard sur le travail que je fais. Mais bon, je suis très contente d'avoir un prix, ça je ne vais pas vous le cacher quand même. Mais je ne fais pas ça dans l'idée, enfin le projet d'avoir un prix. Au XIXe siècle, un gentleman cuistot invente une recette révolutionnaire. Et au sein du jury, des artistes romans ou des représentants de grandes institutions du cinéma qui viennent découvrir le travail de ces réalisateurs en herbe. D'abord, moi j'aime toujours bien être surpris par l'histoire, il faut que ça m'interpelle, quoi. Et donc ce soir on a vu des très belles choses avec des surprises, il y avait de l'humour, il y a vraiment toute une série de choses différentes qui interpellent. Je pense que le plus important c'est toujours de surprendre et de déranger un peu le spectateur. On reçoit des questions, on reçoit des fois des films qui ne sont pas totalement terminés, mais en toute bienveillance on essaye de faire que ces films puissent être jugés et puissent être montrés au jury en fait. Courts-Carouge nous offre toujours de belles pépites de courts-métrages. À noter que le meilleur de la sélection est à découvrir prochainement sur l'Aimant Bleu. Le samedi 13 mai, la Nuit des musées revient avec le pari de réveiller vos 5 sens dans les 24 institutions partenaires. D'ici là, on vous propose chaque semaine de découvrir l'un des sens qu'on a le moins l'habitude d'exercer dans un musée. Aujourd'hui, direction la salle d'exposition de l'UniGE où le toucher est à l'honneur et plus particulièrement les différents types de roches. On a des roches qu'on appelle sédimentaires qui se sont déposées au fond de certains océans. On a des roches volcaniques qui se sont déposées typiquement lors de coulées de lave, lors d'émissions d'activités volcaniques. Et on a aussi ici des roches qui ont cristallisé en profondeur. Et une des particularités assez intéressante de ces roches, c'est qu'elles peuvent se transformer en d'autres roches. Si on prend l'exemple de ce calcaire ici, avec ces magnifiques gastéropodes, suivant les conditions de pression et de température, alors par exemple la formation d'une grande chaîne de montagnes comme les Alpes, on arrive à les transformer en marbre, qui n'a rien à voir avec la roche d'origine. Toucher pour comprendre les différents types de roches, mais également pour façonner le paysage à l'aide de ce bac de sable technologique. On voit une sorte de topographie avec ce qui pourrait ressembler ici par exemple au Salève, avec le Salève, ici le Grand Salève et le Petit Salève par exemple. Les couleurs correspondent à l'altitude. Donc chacune, le rouge ici foncé correspond à une altitude qui est plus élevée par rapport à un bleu ici qui pourrait peut-être correspondre au début du Petit Lac ou de la Rade par exemple. Découvrez tous les secrets des roches durant les activités interactives organisées pour la Nuit des musées le 13 mai prochain.